On est le premier jour du mois. Ton salaire vient juste d'arriver, mais attention, ce mois-ci, une nouvelle règle s'ajoute. Tu n'as que 30 jours pour le dépenser. Passé ce délai, il disparaît de ton compte tout simplement. Alors non, ce n'est pas un pitch de film dystopique, c'est même déjà arrivé. Nous sommes en Chine, plus précisément à Shenzhen, en 2021. Le gouvernement chinois distribue de l'Yuan, sa propre monnaie numérique. Les citoyens reçoivent une somme sur tirage au sort, mais avec une règle très claire, on a 7 jours pour le dépenser. Sinon, l'argent s'évapore, tout simplement. L'objectif est clair et il est affiché. Relancer la consommation après la crise Covid. Éviter que l'argent ne finisse simplement épargné. Et ça, ce n'était qu'un test. Un seul et unique test. Un test de grandeur nature. Qui portait le nom de Programmable Money. Une monnaie qui peut être conditionnelle, temporaire et surtout désactivable. Là vous allez me dire, ok mais tu parles juste de la Chine. Mais sauf qu'en Europe, on parle maintenant de l'euro numérique. Et même la BCE l'écrit noir sur blanc dans ses rapports officiels, des fonctions comme une date limite d'utilisation sont techniquement possible. Elle précise toutefois que ce n'est pas envisagé dans l'usage quotidien, mais la possibilité est bien présente directement dans la programmation de l'euro numérique. Mais alors comment en est-on arrivé là? À accepter l'idée qu'un outil aussi fondamental que notre argent puisse avoir une date de péremption, qu'on puisse perdre non pas son revenu, mais le droit de l'utiliser. On va essayer de comprendre ensemble et pour ça, il faut repartir au début. Avant les banques, avant l'euro et avant même la notion communément appelée l'argent, la monnaie. Il y a plus de 10 000 ans, le troc régnait en maître. On échangeait pour vivre, pas pour s'enrichir. La notion d'enrichissement n'était pas réellement présente, mais le troc avait une faille. Il fallait vouloir la même chose, et surtout au même moment. Chose qui était déjà très compliquée à l'époque, et encore plus dans le monde que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. C'est un concept un peu barbare, mais très logique, théorisé dès 1875 par William Stanley Jevons. Et si ce jour-là, personne ne veut ton poisson, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu repars tout simplement avec. Pas d'échange, pas de solution, parfois pas de repas non plus. Alors pour fluidifier les échanges, les sociétés humaines ont inventé une idée toute simple, mais absolument géniale. Un objet qu'on pouvait accepter en échange de tout et n'importe quoi, même s'il ne servait à rien en soi. Un objet qui ne valait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'on pouvait obtenir avec. Et c'est de là qu'est née la monnaie. À ses débuts, il fallait bien le dire, elle avait des formes plus ou moins originales. Par exemple, sur les îles de Yap, dans le Pacifique, la monnaie prenait la forme de gigantesques disques de pierre, parfois aussi grands qu'une voiture, et le plus fou, c'est qu'on ne les déplaçait même pas. La pierre restait sur place, mais juste le propriétaire changeait. Bon, c'était pas forcément super pratique, mais c'était déjà une affaire de confiance et non pas de possession physique. Même logique ailleurs, que ce soit à travers les colliers de perles chez les Amérindiens, les coris en Afrique, le sel au Mali, le bétail dans d'autres régions. Ce qui comptait, ce n'était pas l'objet, c'était la croyance partagée de la valeur de celui-ci. À partir de là, la monnaie commence à remplir 3 rôles essentiels. Et ça d'ailleurs, Aristote l'avait déjà très bien compris. Elle sert à échanger, à conserver la valeur et à compter. Comme le dira plus tard Paul Samuelson, prix Nobel d'économie, la monnaie, c'est ce que la société accepte comme moyen de paiement, ni plus ni moins. Mais évidemment, une fois que la monnaie devient centrale dans tous les échanges, une question finit par se poser. Qui décide ce qui a de la valeur? Qui contrôle la valeur de la monnaie? Et c'est là que les choses changent. Ce pouvoir, les rois, les empires, les états vont vite le récupérer. Parce qu'émettre de la monnaie, c'est plus qu'un rôle réellement économique. C'est une arme politique. C'est la mainmise sur les échanges et donc sur le pouvoir. Les économistes Michel Anguietta et André Orléans le résument parfaitement. La monnaie, c'est un équilibre entre la violence et la confiance. À partir de là, on pourrait dire qu'elle ne se limite plus à faciliter uniquement les échanges. Elle devient un outil d'ordre, un levier d'influence, un symbole de souveraineté. Mais encore fallait-il qu'elle tienne. Quand les coquillages se fissurent, que les perles perdent de leur éclat et que l'objet monnaie se fragilise, vacille, s'altère, les sociétés cherchent peu à peu des solutions. Quelque chose de stable, de périn, à l'épreuve du temps et surtout des hommes. Et c'est là que les sociétés convergent, toutes, en même temps, à peu de choses près, vers quelque chose d'évident, les métaux. Que ce soit l'or, l'argent ou le cuivre, 3 matières dures, durables, malléables et aussi rares, brillantes, presque inaltérables. Des qualités physiques remarquables, bien sûr, mais surtout des qualités symboliques. Partout dans le monde, des civilisations sans lien entre elles commencent à faire le même choix. Pourquoi? Parce que ces métaux sont accessibles partout et suscitent surtout spontanément la
confiance. Et c'est ainsi qu'émerge d'ailleurs une nouvelle ère, celle de la monnaie métallique. Et pour les curieux, pour parler de la première, on remonte au 7e siècle avant notre ère. Dans le royaume de Lydie, l'actuelle Turquie, là-bas on commence à frapper des pièces en électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Sur chaque pièce, un sceau royal est gravé. Et c'est plus qu'un dessin, c'est une promesse, celle que cette pièce a réellement de la valeur. Que cette valeur sera acceptée, peu importe où tu vas. Ces pièces deviennent alors vite une norme d'ailleurs, et se propagent à une vitesse impressionnante, que ce soit en Grèce, en Perse, en Inde ou encore en Chine. Partout, la monnaie métallique s'impose, et l'échange devient du coup plus fluide, et l'économie beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est avec les métaux précieux qu'un basculement s'opère. La confiance change de nature. La monnaie ne vaut plus ce qui a été défini uniquement par un pouvoir, mais elle vaut par elle-même. On peut la peser, la fondre, la transmettre, elle incarne du coup une valeur tangible, universelle, et même une valeur durable. Comme nous le rappelle d'ailleurs souvent Warren Buffett. Depuis l'Empire romain, une once d'or a toujours permis d'acheter une très belle tunique, et aujourd'hui, un très beau costume chez un tailleur. Autrement dit, l'or ne change pas vraiment de valeur. C'est surtout la monnaie autour de lui qui perd de la sienne actuellement, parce que la réalité c'est que l'or garde le même pouvoir d'achat année après année, génération après génération, et elle devient même ce que l'on appelle une valeur refuge. Un moyen d'épargne sur le long terme, un moyen de stockage intergénérationnel, une forme de propriété tangible, physique, presque même sacrée. Les Romains d'ailleurs enterraient les pièces dans les murs de leurs villas comme des petits coffres-forts, et certains de ces trésors ont même survécu plus de 2000 ans et brillent encore aujourd'hui. L'or est clairement le symbole de la notion de monnaie métallique qui est apparue il y a environ 2700 ans avant Jésus-Christ. Et cela a fait partie d'un support idéal pour stocker de la richesse et constituer un patrimoine transmissible. Et c'est comme ça que le résume parfaitement Michel Aglietta. L'intervention de la monnaie métal fut une révolution car elle a franchi l'échange du besoin immédiat et a permis l'épargne intergénérationnelle. Mais comme toujours, plus la monnaie gagne en puissance, plus elle attise des convoitises du pouvoir et les souverains saisissent rapidement son potentiel. Ils centralisent la frappe, gravent leurs effigies sur les pièces, instaurent des monnaies nationales, la monnaie devient donc un instrument politique tout autant qu'économique. Et avec ce contrôle émergent, de nouveaux mécanismes structurants, que ce soit les salaires, les impôts, le budget de l'État, les guerres financées, les armées levées, la monnaie n'est plus simplement un moyen d'échange, elle devient un outil de gouvernance et de financement à travers la frappe. Et du coup, un nouveau mot entre en scène, le seigneuriage. C'est le droit réservé au roi de frapper la monnaie, et parfois d'en profiter pour la diluer, tout simplement. Un cas célèbre est celui de la monnaie flottante introduite par Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances, qui fit frapper des pièces d'or, dont le contenu était en réalité un métal précieux inférieur à la valeur annoncée, et ce tour de passe-passe a permis à l'État de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais à terme, il provoquerait surtout une inflation et une défiance massive, car la monnaie perdait sa valeur réelle, et les gens s'en sont rendus compte. Et c'est ainsi que le seigneuriage médiéval ancien a été une première forme de taxe cachée bien avant l'apparition des impôts modernes. Ces premiers pas historiques nous montrent que chaque mutation de la monnaie bouleverse à la fois notre rapport économique et politique à ce qu'est la richesse. Et nous commençons d'ailleurs à apercevoir un basculement vers un nouveau monde, celui qu'on connaît un petit peu plus, où la confiance dans la monnaie devient plus fragile, plus complexe, où le lien entre valeurs matérielles et promesses politiques se distend. Jusque-là, l'or était un objet concret, on ne faisait pas confiance, on pesait, on touchait, on croquait, on conservait, mais un jour, ce métal a disparu. Et à sa place est apparue une feuille, puis rien de physique du tout, mais on y revient plus tard. On pourrait dire que ce changement a commencé en Chine sous la dynastie Song au Xe siècle. Les commerçants, qui manipulent des quantités de métaux de plus en plus lourdes, déposent leur or ou leur argent dans des entrepôts sécurisés. En échange, ils reçoivent un document officiel, une reconnaissance de dette. L'idée est simple, ce papier n'a aucune valeur en soi, certes, mais il promet qu'on pourra récupérer l'or à tout moment. C'est plus léger, plus facile à transporter et surtout plus sûr. Ce papier devient alors le tout premier billet de banque. Et rapidement, il commence à circuler comme s'il était de l'or lui-même. L'Europe, comme à son habitude, mettra plusieurs siècles à adopter le concept. Il faudra attendre le XVIIe siècle, Amsterdam d'abord, puis la Suède et surtout l'Angleterre en 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre. Ces banques d'ailleurs émettent des billets convertibles en métaux précieux. Tu peux à tout moment les échanger
contre de l'or ou de l'argent. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, du latin fides, la confiance. Mais confiance en qui? La confiance en ceux qui émettent et garantissent que la monnaie fiduciaire sera acceptée pour régler les dettes, les transactions, lui conférant ainsi une valeur légale. La confiance des agents économiques, individus, entreprises, institutions, qui acceptent cette monnaie comme moyen d'échange pour acheter des biens ou encore des services, sachant qu'ils pourront la réutiliser dans d'autres échanges. Et enfin, la confiance dans la stabilité économique et monétaire. Tant que quelqu'un contrôle raisonnablement la création monétaire, et donc évite l'inflation excessive, cette confiance perdure. Et tant que ces promesses sont respectées, tant que les banques et les États tiennent parole, le système fonctionne. La monnaie devient alors quelque chose de nouveau, un contrat social. On n'échange plus un objet de valeur, mais un engagement collectif, une confiance partagée. Et tant qu'il y a un sous-jacent tangible, tout fonctionne, enfin en apparence. Car comme je vous l'ai dit, sans convertibilité, cette confiance devient fragile. Et ça n'a pas loupé. D'un ton ferme, il avance et il annonce la convertibilité du dollar en or est suspendue. C'était le dimanche 15 août 1971. Et ce jour-là, le président américain Richard Nixon s'adresse au peuple avec cette annonce fracassante. To suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Elle est censée être temporaire, dit-il, mais cette suspension ne sera jamais levée. Le lien entre le papier, notamment le dollar, et l'or est totalement brisé, pour de bon. C'est la fin du système Bretton Woods, mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici, toutes les grandes monnaies étaient liées au dollar, lui-même garanti par un prix fixe de l'or à 35 $ l'once. Mais désormais, avec une simple annonce, le dollar ne vaut plus de l'or. Il ne vaut plus qu'une chose, la promesse des États-Unis. Et en coulisses, la pression est immense. Les États-Unis n'avaient plus aucune réserve d'or pour couvrir la masse énorme de dollars en circulation, les dépenses militaires au Vietnam, l'inflation galopante, les déficits commerciaux à ne plus savoir qu'en faire, tout ça grignotait lentement la base métallique du système. En parallèle d'ailleurs, les pays étrangers commençaient à douter, à se poser des questions. Est-ce que c'était encore convertible ou non? Et certains ont même tenté de récupérer une partie de l'or en convertissant leur dollar. Et c'est ce qui a fait casser le système. Et la décision de Nixon va redessiner le paysage économique planétaire. Avec la fin de l'étalon or, le monde passe clairement à autre chose. Un système de monnaie flottante, les taux de change ne sont plus fixes, ils varient librement selon le marché, les politiques et les crises. Une monnaie d'ailleurs sans ancrage réellement matériel, plus aucune garantie et surtout une nouvelle définition de la monnaie. Elle n'est plus une richesse tangible. Michel Aglietta le formule ainsi. Depuis l'abandon de l'étalon or, la monnaie moderne est une dette en circulation. Une promesse sociale qui peut être créée ou détruite à tout moment. Et David Graeber, anthropologue, résume avec encore plus de radicalité: la monnaie, ce n'est jamais qu'une dette reconnue. La vraie question, c'est qui la reconnaît et surtout jusqu'à quand. Car cette croyance est fragile. La monnaie n'est forte que si le système l'est aussi. Si la confiance s'effondre, ben alors tout s'écroule. Prenons un exemple emblématique. Le Zimbabwe dans les années 2000, l'État imprime des montagnes de billets pour combler ses déficits. Résultat, une hyperinflation démentielle, les prix doublent toutes les heures et les billets de 100 000 milliards de dollars ne valent même plus un pain. C'est alors que la population revient à quelque chose de basique, le troc, ou encore aux devises étrangères quand elles peuvent se le permettre, et plus personne ne croit à la promesse. La monnaie redevient donc un simple papier, et c'est le prix de l'intangibilité. 95% de la monnaie en circulation dans la zone euro n'existe pas. Pas physiquement du moins. Elle est ni dans notre porte-monnaie, ni dans les distributeurs, elle est dans les serveurs. Alors c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Une ligne dans une base de données, une suite de 0 et de 1 générée par une banque. En 2024, 78 milliards d'opérations scripturales ont été enregistrées en 6 mois. Cartes, virements, prélèvements automatiques, wallet mobile et en moyenne, plus de 2 cartes bancaires par habitant. On le voit bien, le cash circule toujours, mais il a quitté le cœur des échanges. La monnaie se dématérialise petit à petit. Exemple concret, aujourd'hui, quand une banque t'accorde un crédit, elle ne te donne pas de l'argent qu'elle possède, ni celui de quelqu'un qui a déposé, mais elle le crée. Elle le crée par une simple écriture comptable. C'est ce que l'on appelle la création monétaire ex nihilo. Pas d'impression, pas de transfert, de coffre en coffre, c'est juste un petit chiffre dans une colonne qui change. Et l'argent apparaît, tout simplement. Et là, il n'y a plus besoin d'avoir du stock d'or quelque part, non. Il faut juste avoir confiance que la machine va continuer à tourner, car c'est une information dans le cloud, protégée par des firewalls et validée par des institutions que tu ne vois jamais.
Et ce modèle, quel est-il ? C'est celui d'aujourd'hui. La monnaie devient clairement un service, et ce service peut être suspendu à tout moment. Et donc, ton argent, l'accès à la monnaie tout simplement. Et ça c'est valable en cas de fraude suspectée, de contentieux, de blocage judiciaire ou simplement d'erreur technique. Ton compte peut être bloqué à tout moment. Et on peut aller même plus loin, comme en te restreignant. Par exemple en 2015, la Grèce, oui, le pays en entier, a été plafonné à des retraits de distributeurs de 60 € par jour par personne. En 2022, le Canada gèle des comptes pendant un mouvement social. Alors certes, ce sont de rares cas, mais ils sont bien réels et montrent quelque chose qui n'était pas possible avant. Car sous couvert de contrôle, la réalité c'est qu'on a besoin surtout d'autorisation. Que ce soit pour dépenser, envoyer de l'argent à quelqu'un ou même retirer des sommes qui ne sont pas forcément des fois énormes, mais qui sont des fois au-dessus de ce que votre banque le permet. Et pendant que ça avance petit à petit, les banques centrales, elles, ont un rôle de stabilité monétaire, mais ont décidé d'intervenir. Elle ne veut plus rester spectatrice, elle veut reprendre la main. En 2022, 86% des banques centrales dans le monde travaillaient déjà sur leur propre monnaie numérique. Ce qu'on appelait d'ailleurs à un certain moment les CBDC, les monnaies de banque centrale. Bon, certes, en Europe ça a changé de nom, c'est l'euro numérique, mais elle n'échappe donc pas à la règle. Et là on arrive au sujet qui fâche et surtout qui inquiète. L'euro numérique, il n'existe pas encore, mais il fait déjà trembler des banques commerciales, inquiète les défenseurs de la vie privée et intéresse Pékin. La date que vous devez retenir, c'est octobre 2025. Une échéance qui pourrait tout changer. À cette date, la phase de test de l'euro numérique s'achève. L'Union européenne devra alors trancher. Lance-t-on ou pas cette nouvelle forme de monnaie publique 100% numérique, ultra pratique et émise surtout directement par la Banque Centrale Européenne. Donc ça veut dire 100% contrôlable. Officiellement, ce projet lancé en 2021 ne vise pas à tuer le cash. Il, ouvrez des guillemets, complète l'offre existante. Cette phrase est tirée directement des communiqués. Mais dans les faits et dans l'histoire, la dématérialisation progresse et l'euro numérique ne sera pas juste pour compléter l'offre existante, mais certainement un tournant majeur structurel. Pour expliquer concrètement, l'euro numérique sera garanti par la Banque Centrale Européenne avec un échange 1 pour 1 avec l'euro classique. Il sera accessible aux citoyens, aux entreprises, aux administrations, sans intermédiaire, ça veut dire sans vos différentes banques, sans conditions de compte bancaire, et oui, point très important, et surtout sans être une crypto-monnaie. Pas de blockchain libre, pas de minage, pas de spéculation, quelque chose de bien contrôlé par une institution non élue. C'est donc une monnaie publique régulée, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'imaginez un instant, demain vous pouvez stocker votre argent directement sur la banque centrale, pas de banque commerciale, pourquoi laisser à ce moment-là votre salaire chez BNP Paribas ou encore la Société Générale si vous pouvez le sécuriser directement à Francfort ? Le problème, les banques commerciales vivent de nos dépôts et des prêts qui nous permettent, mais qui ne sont que le relais de la banque centrale de ce côté-là. Donc, si l'argent part massivement vers la BCE, ça va être un véritable bank run total sur l'ensemble des banques. Conséquence, et qui fait très peur d'ailleurs à l'ensemble de l'écosystème bancaire depuis le mot euro numérique, c'est que l'écosystème entier s'effondre. D'où la réponse et l'idée de génie des autorités, un plafond individuel de 3 000 € par personne. Pas d'intérêt versé, pas d'incitation à épargner, juste une monnaie pour faciliter les transactions journalières, pensée pour n'être ni trop puissante, ni trop fragile, mais ce n'est certainement que le début. Parce qu'après on commence à rentrer dans la zone grise. Car ce qu'on ne dit pas, ou en tout cas aussi affiché que les points positifs, c'est que l'euro numérique pourrait être programmable, et autrement dit, pourrait contenir dans son code des conditions d'usage. Un argent qui pourrait par exemple n'être dépensé que dans des secteurs spécifiques, ou être plafonné, ou encore pire, expirer à une date précise. Ça devient maintenant un outil formidable pour des politiques publiques ciblées, mais aussi un cauchemar potentiel pour les libertés économiques. Michel Aglietta le dit clairement. Quand la monnaie devient numérique, elle transforme la liberté économique en autorisation. Et donc, le dilemme est là. Vie privée versus sécurité. D'un côté, il faut garantir l'anonymat au moins partiel pour respecter les droits fondamentaux d'échanger. De l'autre, impossibilité de lutter contre le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme sans forme de traçabilité. Et donc, on arrive à un compromis technique avec un anonymat pour les petits paiements et des surveillances pour les gros montants. Un équilibre précaire à définir par les politiques et non plus par la banque centrale.
Mais clairement, cette histoire n'est pas une simple affaire d'économie, c'est une réponse à une offensive bien plus vaste, car ailleurs, la bataille monétaire a déjà été engagée. La Chine a lancé son yuan numérique testé à grande échelle depuis 2021, les États-Unis accélèrent avec le digital dollar, ou même le Genius Act qui permet de créer des stablecoins et donc d'utiliser la blockchain pour créer l'équivalent du dollar numérique. Et pendant ce temps, Visa, Mastercard, Apple Pay ou Alipay colonisent les systèmes de paiement européens. Dans le fond, on pourrait dire que l'euro numérique est une tentative de souveraineté, une forme de bouclier monétaire, un rempart contre la dépendance technologique que l'on a clairement déjà depuis des années avec les Américains, et aussi en même temps un instrument de puissance et de contrôle. L'évidence, c'est que le projet n'est pas neutre. C'est un outil politique public tout comme un outil de pouvoir. Vous l'avez compris, la prochaine étape est pour fin 2025. Mais le débat, lui, ne peut plus attendre. L'euro numérique sera-t-il une monnaie pour les citoyens ou un système économique compromettant un peu plus nos libertés individuelles? Et surtout, quelle va être la place de l'euro dans cette nouvelle ère monétaire mondiale? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre surtout un petit pouce bleu et laissez un commentaire, une idée, une question, un désaccord, une source que je n'aurais pas vue. Je lis tout et j'adore échanger de toute façon avec vous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, l'avenir ne se subit pas, il se comprend et il se construit ensemble.